3, 4. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier bilan culture de l'année 2021, mais du coup aussi la première vidéo de 2022. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, que vous en avez profité pour vous ressourcer, vous reposer, voir vos proches malgré le Covid, regarder plein de films, lire plein de bouquins et que vous avez été gâtés, surtout c'est important. J'espère que vous êtes prêts et motivés pour cette nouvelle année qui commence. J'espère qu'on va pas trop se faire défoncer la gueule par le Covid, qu'on va pouvoir continuer à aller voir des spectacles, à aller au cinéma et à lire des bouquins. Du coup je vais revenir sur ce que j'ai vu, lu, entendu, regardé ce mois de décembre. C'est parti. Alors ce mois-ci il y a eu quand même en termes de musique 2 artistes qui ont fait des sorties phénoménales, et même si ça fait déjà 15 jours, c'est maintenant que cette vidéo sort et que je vous en parle. Il y a eu le nouvel album d'Angèle 95 et accompagné du documentaire sur Netflix. L'album je le trouve vraiment assez inégal, je trouve qu'il n'y a pas assez de travail sur les textes, mais je peux pas mentir, j'écoute quand même souvent Tempête notamment, Démon aussi, et je trouve tout le travail de l'artiste sur justement ce qu'elle est comme artiste hyper intéressant. C'est pour ça que j'ai aimé le documentaire. Pareil, je le trouve pas totalement abouti, je trouve pas que ce soit un produit de cinéma, mais c'est un produit Netflix et ça fonctionne et on comprend la démarche un peu marketing autour de la star. Et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé voir un peu les coulisses et toute cette création du concept Angèle, parce que je pense mine de rien que c'est un concept. Ça m'a plu, ça m'a touchée, je l'ai trouvée plus humaine aussi et ça m'a fait capter un peu aussi son métier de compositrice, musicienne, artiste, interprète. Et c'était cool, j'ai passé un bon moment. Donc en vrai j'ai été assez fan d'Angèle ce mois-ci. Et dans le même genre il y a Orelsan qui a sorti son dernier album Civilisation, qui là aussi était accompagné de tout un projet vidéo. Il s'agit de la série Montre jamais ça à personne, une série qui est sortie sur Amazon de 6 épisodes qui ont été filmés sur une quinzaine d'années par son frère Clément, et donc c'est des archives qui retracent tout le parcours d'Orelsan pour devenir l'artiste mondial qu'il est aujourd'hui. Et cette série documentaire elle était absolument passionnante et vraiment géniale. J'ai passé un tellement bon moment, j'ai envie de revoir la série. Je trouve que pareil sur croire en ses rêves, comment on se construit à travers les années, tout ce qu'il est, l'être humain, le documentaire sur l'être humain qu'il est, c'était particulièrement beau et touchant sur ce que ça raconte de la famille, du challenge, du travail, du défi, de se surpasser soi, être en adéquation, sur l'amitié beaucoup, ce que ça raconte aussi sur le rap, l'industrie musicale et tout. Vraiment c'est un documentaire que j'ai trouvé excellentissime. C'est plein d'humanité, de bon sens, de rêve, enfin ça donne vraiment envie de taffer et c'était vraiment super cool. Et l'album est vraiment très génial aussi, et toute la com autour des pochettes de CD et tout, j'ai trouvé ça trop bien. Donc en fait moi ça marche quand les artistes ils me vendent un concept comme ça, et notamment quand c'est accompagné d'images, ça marche plus qu'autrement, vu que je suis moins sensible à la musique peut-être. Mais en tout cas j'ai adoré ces 2 artistes ce mois-ci et je pense que vous n'êtes pas passé à côté, vous non plus. En termes de spectacle, j'ai vu un super spectacle grâce à l'une d'entre vous qui m'a invitée, merci beaucoup. J'ai vu le spectacle de Noémie Delattre, Féministe pour hommes, qui est un spectacle où elle raconte un peu ce que c'est que le féminisme et elle reprend un peu toutes les bases quoi, mais c'est plein d'humour, plein de sincérité aussi, ça reprend plein de concepts, c'est dit de manière très drôle et en même temps c'est très concret de ce que ça raconte et de ce que ça apprend. Il y a notamment quelques séquences, enfin quelques morceaux du texte qui sont vraiment très durs et très poignants. Je pense notamment à la dernière partie du spectacle. C'est vraiment super, c'est une artiste qui est entière je trouve et qui se donne dans son spectacle, et l'interaction est hyper bien, la pédagogie est hyper bien, enfin vraiment je me suis marrée tout le long de ce spectacle. Donc je le recommande vivement, même si vous êtes déjà au fait du sujet, ça fait jamais de mal, et n'hésitez pas à y amener vos proches, notamment masculins, puisque le spectacle leur est un peu destiné pour faire de l'éducation à ce propos-là. Mais vraiment un très bon spectacle pour se sensibiliser aux questions du féminisme, voilà. Au cinéma, j'ai vu beaucoup de choses ce mois-ci, mais notamment des sorties du mois de novembre. Je suis pas certaine que vous les retrouverez au cinéma, mais bon, j'espère que ce sera le cas. Un film auquel je pense que c'est sûr que vous retrouverez, c'est le Madres Paralelas de Almodovar, son dernier film avec Penélope Cruz, qui raconte l'histoire de 2 jeunes femmes qui sont 2 mères célibataires qui ont des enfants en même temps. Et bon, c'est pas trop un spoil que de vous dire que les enfants ont été échangés, je pense que c'est évident, on le sent dès la bande-annonce, et donc ça va questionner les origines notamment. C'est un film que j'ai pas aimé, enfin en fait dans les Almodovar c'est vraiment pas mon préféré.
préféré parce que j'ai trouvé ça en termes de plastique trop pub. On voit vraiment toutes les marques qui sont incorporées et moi ça me dérange. Du coup j'ai pas pu m'empêcher de voir ça dans la photographie beaucoup. Et au-delà de ça, en termes de scénario, je trouve que c'est pas assez fort, notamment sur les questions de la maternité et de la sexualité. J'ai trouvé ça très très léger et beaucoup trop anecdotique, et je trouve qu'il a réussi à faire des choses bien plus subtiles dans d'autres films, et là il est passé totalement à côté pour moi. C'est un film qui est vraiment pas abouti, dans le sens où oui c'est un produit Almodovar qui marche, qui a un début, une fin, c'est lui, tous les cadres, la photo, Pénélope évidemment, mais pour moi le scénario est pas assez précis. Et c'est dommage, c'est pas un de ses films les plus notoires et j'ai été franchement un peu déçue. Un autre film que j'ai découvert au cinéma un peu tardivement mais que vous m'aviez vivement recommandé, et je comprends maintenant pourquoi, c'est Compartiment numéro 6, qui était à la sélection de Cannes officielle cette année je crois. Ici on est sur l'histoire d'une jeune femme qui va voyager en transsibérien pour son boulot. Elle devait être accompagnée par sa copine mais finalement elle ne vient pas avec elle et elle va faire une rencontre dans ce train. C'est pas du huis clos, en fait on me l'avait vendu comme tel, qu'il se passait pas grand chose et que c'était dans le train que se passait toute l'action, et en fait c'est pas le cas, pas seulement. Et donc on va suivre le parcours de cette jeune femme et on est sur quelque chose de très subtil et très précis et très dans le détail de la relation et de la rencontre à l'autre. J'ai trouvé ça magnifique, vraiment c'est très très beau, j'ai beaucoup aimé. Certains disent que c'est un film qu'ils ont déjà vu, je l'ai pas trouvé. Moi j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé ça parfait en termes de photographie aussi. Et encore une fois très très précis sur le tout petit détail du sentiment, et moi c'est ce qui me plaît et me touche particulièrement. Donc c'est un film que je recommande vivement, et ce que je souligne aussi c'est que le personnage féminin est pas beau, je veux dire plastiquement il renvoie pas un truc de l'actrice belle ou un peu sexy ou un peu jeune ou machin. On est juste sur un personnage de femme d'une trentaine d'années avec ses rougeurs, avec son caractère et avec sa place, et ça m'a fait du bien de voir un personnage comme ça. Et c'est assez rare pour que je le souligne et que j'en ai pris conscience au visionnage de ce film. Donc voilà, j'ai trouvé ça très 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 beau, je vous le recommande vraiment très fort. J'ai profité de mon week-end de Noël pour me blinder en films que j'avais pas vu et que je rêvais de voir. Il y avait notamment Les Nuits de pleine lune de Rohmer. J'aime beaucoup le cinéma de Rohmer en fait, je m'en rends compte. C'est vraiment un truc qui me plaît parce que là aussi on est sur des personnages qui sont confrontés à leurs sentiments, à leurs émotions, qui savent pas trop comment faire et qui juste évoluent dans le plus simple des quotidiens de leur vie de tous les jours. Ici on est sur une jeune femme qui est avec son compagnon Rémi, qui vit avec lui mais qui veut pas seulement vivre avec lui et qui veut garder son pied-à-terre et son espace personnel sur Paris, donc elle garde un appartement. Et ses amis se posent des questions, en tout cas lui posent des questions quant à cette situation là. Est-ce que du coup c'est la porte ouverte pour avoir des amants ou pas? Et j'ai beaucoup aimé ce film puisque en fait j'aime le cinéma de Rohmer aussi particulier soit-il. J'ai aimé ce que ça racontait de ce personnage féminin dans sa liberté, et j'ai aimé ce que ça racontait aussi de la solitude et de comment se défaire parfois de la relation à deux et avoir besoin d'un espace à soi, qui rejoint en fait tout le bouquin de Virginia Woolf à ce sujet-là. Mais j'ai beaucoup aimé ce film, que j'ai trouvé très subtil et que j'ai apprécié pour son propos qui est pas nécessairement féministe, mais qui est en tout cas avec un personnage libre de femme et qui m'a fait du bien à voir. Donc je vous le recommande aussi vivement. J'ai vu Notre-Dame de Valérie Donzelli, qui est une réalisatrice et une femme qui de manière générale j'aime beaucoup. J'aime ce qu'elle est comme artiste en fait. Et là j'ai été un peu déçue de Notre-Dame parce que c'est très fantasque, il y a beaucoup d'effets déjà en termes de cinéma, où il y a un peu de comédie musicale, il y a un peu de studio, il y a un peu de VFX parce qu'il y a des trucs improbables qui se passent, il y a un peu de magie. Bref, c'est un film que je comprends et que j'entends dans la filmographie de sa réalisatrice, mais c'est pas un film que j'ai particulièrement aimé, même si c'était marrant, joli. C'est pas le cinéma qui me touche le plus, même si encore une fois je reconnais la couleur de la réal et j'aime ça, j'aime quand il y a des choix affirmés de par les réalisatrices, et c'est le cas là-dedans, mais c'est vraiment pas son film que je préfère en tout cas, même si elle, je l'adore comme actrice, vraiment je la trouve assez éblouissante tout le temps, mais c'était pas un grand coup de cœur. En revanche, en termes de coup de cœur, j'ai vu Youth de Sorrentino, qui est un film de 2015, sur deux hommes qui sont dans une maison de repos où tu peux faire des bains et des soins, des choses comme ça en Suisse, pour les stars, donc c'est un peu que des stars qui se réunissent là-bas.
Et c'est un film avec plein de séquences de plein d'êtres humains qui évoluent et du coup il y a plein de questions sur la vie, la mort, la place de l'artiste, comment il se positionne, comment il travaille, où est-ce qu'il trouve l'inspiration, comment il fait. Enfin c'est vraiment un film que j'adore pour tout. J'aime son format, j'aime ses images, j'aime ses cadres, ses séquences, ses personnages sont délicieux, j'aime que tout s'enchaîne mais qu'on soit pas seulement dans un récit, j'aime qu'on se pose des questions absolument existentielles sur le sens de la vie et que ce soit que le fond rejoigne vraiment la forme et dans comment ça se répond. Et c'est un film un peu intello dans le sens où tu peux te poser des questions sur analyser le plan dans ce qu'il veut raconter de métaphysique en termes d'image, mais j'aime parce que moi je trouve que c'est accessible et du coup j'arrive à transposer mes idées à l'image et ça c'est intéressant, alors qu'il y a d'autres films pour le coup où je trouve qu'une analyse d'image est beaucoup plus compliquée. Là il y a plein de lectures, c'est un film que tu as envie de revoir comme un gros bouquin d'images où tu tournerais les pages et donc, dans lequel tu replongerais pour avoir des conseils, un peu comme L'être à un jeune poète de Rilke. Ce film il a un peu fait cet effet là. J'ai trouvé ça vraiment génial, j'adore le travail de Sorrentino, ça ne fait que se confirmer. Du coup j'ai vraiment hâte de découvrir La main de Dieu, qui est son dernier film, qui malheureusement est sorti que sur Netflix et ça fait vraiment chier, parce que c'est un film qui je pense a de l'envergure en termes de photographie et d'image, et donc je vais essayer de le voir sur grand écran avec un rétroprojecteur parce que ça mérite quoi, et c'est trop dommage de le regarder sur un écran d'iPad tout petit à la maison, donc voilà, vraiment hâte de voir ça. J'ai vu, bon c'est pas du grand cinéma mais j'en ai quand même profité vu que c'était les vacances pour regarder la saison 2 de Emily in Paris. Je vous en avais déjà parlé pour la saison 1 mais je suis fan d'Emily, je suis fan de cette série, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça raconte de Paris, j'aime reconnaître ma ville quand bien même elle est totalement exubérante et exagérée, que c'est pas la réalité. J'aime aussi, là encore une fois, c'est con mais c'est important d'avoir des personnages féminins qui sont libres dans leur sexualité et dans leur choix de compagnons et de carrière et de choses comme ça. C'est des personnages féminins qui sont plus complets, qui ont plus de chemin de vie, Enfin, Emily, elle a des challenges, des questionnements moraux et tout ça, et franchement, je trouve ça plutôt bien écrit, pas complètement niais, débile. C'est difficile de défendre Emily in Paris, mais vraiment moi je passe à chaque fois un super bon moment et parfois ça fait du bien d'avoir un truc pas trop intellectuel et tu passes un bon moment et c'est un truc un peu divers, cocooning, je déteste dire ça, mais en vrai moi ça me fait du bien aussi un peu de lâcher prise sur ce que je regarde et je vois, parce que c'est pas que je me mets une pression à le faire, mais j'ai envie de regarder des œuvres qui me font un peu des vagues émotionnelles intenses, et Emily in Paris c'est pas le cas, mais ça me fait du bien, c'est un bon divertissement, voilà, divertissement c'est le mot, et ça m'a plu, donc je vous recommande Emily in Paris. Au cinéma, j'ai découvert le documentaire Au cœur du bois, qui est un documentaire sur les prostituées transsexuelles du bois de Boulogne. C'était passionnant, vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le dispositif, j'ai aimé ce que j'ai appris sur le sujet, j'ai aimé les personnages encore une fois, enfin les acteurs, actrices qui n'en sont pas, enfin c'est juste ces personnages. Le dispositif est très simple et pour autant ça raconte beaucoup de choses et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce documentaire là. Je crois qu'il est très peu distribué aussi malheureusement, notamment qu'à Paris au MK de Beaubourg, mais si vous avez l'occasion de le découvrir et que ces sujets là vous intéressent, la prostitution ou la transsexualité, vraiment c'est un très bon documentaire à ce propos là. En film aussi j'ai vu La grainée de mulet de Kishish, que je n'avais jamais vu. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que c'est très lent, très serré. C'est vraiment sur une toute petite situation qui se passe dans un endroit très précis de Marseille où la question est d'ouvrir un restaurant sur un bateau pour un vieux monsieur qui bossait sur les chantiers navals, nautiques, je sais pas comment on dit. En tout cas, il bossait sur les chantiers. Il se fait plus ou moins en gros mettre à la porte parce qu'il est trop vieux et il a pour projet d'ouvrir un restaurant sur un vieux bateau pour faire du couscous au poisson que fait sa femme chez lui, et donc c'est une fresque un peu familiale du projet familial de la création de ce restaurant. Mais aussi là où c'est chouette, c'est qu'il a une belle fille avec sa nouvelle compagne qui est interprétée par Abia Herzi, donc qui va l'accompagner dans ce projet là, et c'est hyper touchant sur ce que ça raconte de la famille, des relations d'amour et ouais, vraiment du projet un peu familial. J'ai beaucoup aimé la lenteur, j'ai beaucoup aimé les cadres, j'ai beaucoup aimé comment il fait vivre ses personnages. Je trouve que
C'est un film qui est pas prétentieux du tout, qui est vraiment concentré sur, encore une fois, des petites situations, des cadres très serrés sur ces personnages qui vivent dans un truc de temporalité très réelle. Mais j'ai vraiment adoré ce film, enfin j'adore Keshish, j'adore ce que ça raconte des humanités. On a le temps de partager le quotidien de ces personnages, d'être avec eux, de vivre avec eux, d'être au plus proche de leur réalité. Et même si c'est le temps d'1h30, c'est vraiment un moment qui est partagé. Et de la même manière que on partage un couscous dans le film, nous on partage ça aussi, enfin on le reçoit, moi je l'ai reçu comme ça et j'ai passé un super bon moment. C'est un film que je trouve très bien, encore une fois. Comme série, il y a une super série aussi qui est sortie sur Canal, je crois. Je sais pas comment elle s'appelle, je vous mets le titre, mais en tout cas c'est Blanche Gardin qui se pose la question de sa carrière et qui raconte, enfin qui joue son propre rôle en fait d'actrice et comédienne, qui est face à une crise existentielle et qui a notamment des gros problèmes gastriques qui l'empêchent de bosser, de vivre, etc. Et elle va essayer de résoudre ces problèmes gastriques. Mais c'est tellement bien écrit, tellement précis, tellement juste aussi, sur ce que ça raconte des êtres humains, des bobos parisiens, des artistes, d'elle-même. Enfin, c'est fait avec beaucoup d'autodérision et en même temps beaucoup d'intelligence. Enfin, vraiment, c'est brillant dans l'écriture et c'est à mourir de rire. J'adore cette femme, j'ai beaucoup aimé cette série, donc je vous la recommande aussi vivement. Et dans les séries que j'aurais aimé regarder cet hiver, j'aurais aimé regarder Nona et ses filles de Valérie Donzelli et L'amour flou de Romane Bourringer. J'ai pas eu le temps pour les deux, mais je vais le faire bientôt. Si vous les avez vus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En termes de bouquins, j'en ai lu 2 et je suis sur mon 3e du mois. J'ai lu Belle famille de Arthur Dreyfus, un auteur dont je vous avais parlé dans le précédent bilan culturel. Il y a un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Madec et il a 2 parents classiques, 2 frères classiques, ils partent en vacances. Mais il va se passer un drame pendant ses vacances en Italie qui va chambouler totalement la famille. Je peux pas vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai aimé ce que ça racontait d'une famille et surtout que ce soit amoral sur ces personnages dans le sens où ça montre vraiment leur pire facette et ce que l'humanité a de pire et de plus mesquin. Mais c'est très bien écrit, j'ai passé un bon moment de lecture. Après c'est pas non plus un immense roman, mais j'ai passé un bon moment de lecture et encore une fois, comme ça vient questionner ce truc de la morale et de où s'arrête notre humanité et à quel point, enfin c'est super de faire des personnages qui sont trop sympas, qui sont très cool, qui sont pleins d'amour, pleins d'ambition, machin, mais il y a aussi beaucoup de noirceur dans ce qu'on est et là c'est raconté, ça, la noirceur d'une mère, d'un père, sur des questions encore très simples, non, mais très essentielles de la sexualité, le rapport à l'autre, comment on a envie de se faire voir, l'ego, des choses comme ça. Et c'était une très agréable lecture aussi. Et je sais pas pourquoi, je fais une obsession sur le prénom Madec, mais du coup j'adore ce prénom. Voilà, parenthèse fermée. J'ai lu Quand le souffle rejoint le ciel, qui est un bouquin qui a été écrit par un médecin américain. Donc je vous mets la photo juste ici. Et il s'avère qu'il a fait des études pendant des années pour devenir le plus grand neurologue slash chercheur et qu'il allait y arriver, mais qu'on lui a déclaré à 36 ans un cancer. Et du coup, on a un médecin qui, dans une première partie, nous parle de toutes ses études et de lui, comment en tant que médecin, il a fait pour accompagner ses patients, etc. Comment tu deals avec la maladie, pour la faire entendre aux patients, et cette question aussi d'avoir le droit de vie ou de mort sur certains patients. Moi ça m'a vraiment plongée en fait dans la réalité de ce qu'était un médecin et je crois que je le captais pas à ce point là. Et du coup, comme mon père est médecin et mon meilleur pote Louis est médecin, j'étais en mode waouh mais c'est ça votre réalité à l'hôpital, truc de ouf. Donc ça c'était cool, j'ai vraiment apprécié. Et après du coup il va se poser toute la question de, puisque c'est lui qui devient patient, et toute la question de la vie, la mort, en fait ouais tu vas mourir quoi et tu dois accepter ta finitude. Et je trouve que en fait c'est pas tant le propos sur la finitude en soi qui est... Il a pas un propos vraiment révolutionnaire sur le fait qu'il va avoir une fin et tout, mais c'est quand même un bouquin où pareil on a une transmission avec honnêteté et sincérité d'un homme qui partage son expérience et ses ressentis sur la vie et tu sens qu'il a eu une vie avec beaucoup d'honnêteté, d'investissement, de passion et qu'il a vécu sa vie quoi. Et ça j'ai bien aimé en fait, sa sincérité au mec, vraiment j'ai apprécié. C'était pas un personnage, encore une fois, comment on peut qualifier quelqu'un dont c'est la vraie vie de personnage, je sais pas, mais c'est le mot qui me vient, mais c'est un personnage, donc une entité, je sais pas comment. C'est un homme que j'ai apprécié dans ce qu'il était, dans
comment il a transmis son travail à travers cet exercice d'écriture. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai lu les critiques et il y a plein de gens qui sont en mode ouais, ça m'a dévasté, j'ai trop pleuré, machin et tout. Moi, c'était pas le cas, mais j'ai quand même été vraiment prise dans la lecture et j'y suis allée avec grand plaisir et en 2 jours, j'ai fini le bouquin. Donc j'ai aimé, mais c'est pas un life-changing bouquin pour moi, mais ça l'a peut-être été pour d'autres, voilà. Et la dernière chose que j'ai sous la main, parce que c'est le livre que je suis en train de lire, c'est La balade de l'impossible de Haruki Murakami. J'en suis quand même à là. Donc on n'est pas sur une fin, mais on est sur une belle avancée. C'est la première fois que je lis du Murakami, j'avais déjà essayé, j'y arrivais jamais, mais en même temps je tenais pas longtemps, mais parce que c'est quand même une lecture sur laquelle il faut être très concentré. Ici on est sur un personnage masculin, un jeune homme de 20 ans qui raconte en gros son quotidien avec l'université, avec les filles et avec le temps qui passe. J'ai pas envie de vous spoiler, en plus j'y arriverai pas parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais c'est très cinématographique et c'est très bien parce que ça met des plombes à raconter des trucs qui sont tout petits et plein de la life dans, encore une fois, ce qui pour moi est le plus important, c'est-à-dire l'essentiel de l'émotion, de la sensation, du ressenti, enfin peut-être du désir aussi. En tout cas, ça parle beaucoup de ça, beaucoup de petits moments de la vie, et de chaque petit moment de la vie il les étale et il les écrit tellement bien qu'on assiste à un film splendide devant nous, alors que c'est très simple parce qu'il met tellement de temps à raconter ces choses là et que du coup tu sens la temporalité aussi dans ta lecture, t'es plongé dans le truc et tu le vis vraiment. Et du coup moi j'ai vraiment tout le temps les scènes devant mes yeux que je vous mets aussi beaucoup en parallèle. Alors est-ce que c'est du fait qu'il soit japonais et que du coup je le sache et que du coup bah, ça se passe à Kyoto, du coup j'y pense, etc. Mais en tout cas je mets ça avec beaucoup d'images de Miyazaki. En fait j'ai des images de Miyazaki qui se forment à la lecture de ce bouquin. Je trouve ça très précis et ça me fait ressentir énormément de choses et je trouve ça vraiment, c'est une trop bonne lecture. Je suis trop contente d'avoir pris le temps, d'avoir vraiment lu là pendant 3 jours ça, parce que ça m'a fait un bien de dingue et que ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps justement de me coucher avec un bouquin, de m'endormir avec, et que du coup les images que j'ai à la lecture s'infiltrent aussi dans mes rêves et deviennent des souvenirs forts. En fait c'est ça qui est incroyable, c'est que les images sont tellement ancrées, le personnage est tellement vivant pour moi que je vis avec, et que vraiment c'est un bouquin de sensations. Et ça c'est vraiment très cool. Et aussi parce qu'il y a toute cette question de la rencontre avec l'autre et de comment tu te situes dans une rencontre à deux notamment. Et j'aime trop. Et là il a plusieurs rencontres avec des jeunes filles et j'aime trop parce que voilà, les personnages féminins encore une fois là-dedans sont trop bien, parce que c'est pas des caricatures, parce que c'est pas des potiches, et parce qu'elles ont des existences entières, des personnalités, et qu'on peut les distinguer les unes des autres sans en faire des clichés. Et j'ai besoin de ça pour mon identification, et ça m'a fait du bien d'avoir des vrais personnages féminins. Voilà. Écoutez, c'en est tout pour ce bilan culture de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de voir des choses, de lire des choses, d'aller à la découverte de plein de trucs. C'était un mois culturel très riche et j'en suis très ravie de m'être mis cette rigueur du bilan culturel mensuel. Je pense aussi que ça me pousse à voir plus et à lire plus et à faire plus de choses culturelles pour pouvoir vous en parler après. Mais c'est trop bien parce que intellectuellement ça me stimule de malade, et du coup je sens que c'est un super bon process parce que je suis de plus en plus inspirée, et je crois que j'avais beaucoup perdu ça avec le Covid. Je sais pas, je me mettais pas une telle rigueur. Bon, aussi j'avais pas l'occasion d'aller au ciné, faire des spectacles et des choses comme ça, mais n'empêche que là j'ai vraiment repris le rythme et que je sens à quel point ça me fait du bien. Et c'est très agréable en fait de vivre des émotions à travers des objets dans ma solitude. En fait il s'agit juste de la rencontre de moi et de l'œuvre, et ça fait un truc, et c'est unique parce que c'est moi, donc moi Jeanne et l'œuvre à ce moment là. Et en fait je trouve que l'art c'est ouf pour ça. C'est un peu cheesy de dire un truc pareil, mais je trouve ça vraiment génial de pouvoir ressentir autant de choses et de pouvoir s'évader à ce point là avec des films ou avec des bouquins. Donc si vous êtes un peu en déprime ou un peu trop serré sur votre vie qui se passe mal en ce moment et parce que c'est compliqué, échappez-vous avec les films et la littérature, vraiment. Voilà. Et j'espère encore une fois que ça vous a plu. Si vous avez des trucs super que vous avez vus dernièrement, que vous avez envie de recommander, surtout n'hésitez pas, faites-le, l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous voulez qu'on discute ou que vous avez un avis différent du mien sur un bouquin, un film ou whatever, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir d'en discuter.
Je vous souhaite une très belle reprise, une très bonne année 2022, qu'elle soit pleine de culture, de spectacles de cinéma, d'expos, de... Ah, je vous ai pas parlé d'expos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, merci de regarder encore mes vidéos et puis à bientôt, ciao.